le vrai apprentissage, c'est, je pense qu'il faut faire de l'outbound. C'est-à-dire il faut aller contacter tes prospects, même si ils sont pas venus d'eux-mêmes sur ton site, parce que je pense que ça m'a énormément nourri sur à qui je dois parler, avec quel discours. Nous, on est sur un sujet qui est par exemple à mi-chemin entre la DRH et les équipes workplace, direction environnement de travail, services généraux, on les appelle comme on veut. Forcément, le discours est pas du tout le même. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de rencontrer Martin Sauer, S-A-U-E-R, que vous retrouvez sur LinkedIn, qui est le cofondateur de Sleen. Sleen qui est un designer de produits et de services pour réconcilier la flexibilité et le collectif. Mais tu nous en parleras dans une seconde. On était en train de se dire que ta plus grande crainte, c'est l'association. Ouais, c'est devoir me séparer de mes associés, ouais. Ouais, je pense que ou de toi. Ou de moi, ouais. Non, je pense que c'est ça, en tout cas pour échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est ceux qui sont passés par là, ça reste pour eux une des plus grosses douleurs et fractures, et donc on en est très très loin. Je m'entends hyper bien avec mes associés aujourd'hui, mais ça fait partie des trucs que j'ai pas du tout envie de traverser. Ouais. Je le dis souvent, mais c'est la première ou deuxième cause de mortalité des entreprises en France. T'as les mauvais payeurs et les désalignements, pour pas dire jusqu'à la mésentente, la guerre entre associés. Ouais. Au réseau Entreprendre, c'est ce qu'ils nous ont dit. Nous, on est lauréat du réseau Entreprendre à Paris. Et ils ont dit que à chaque fois qu'il y a une défaillance, en fait, quand ils creusent, c'est lié à soit un désalignement, soit une mauvaise complémentarité ou un problème en tout cas, un problème entre associés. Tu les connais d'où, tes associés? Donc, on les salue, c'est Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette et Isabelle Pi. Et Isabelle Pi. Ah, vous êtes 4. Ouais, vous étiez 3, ok. On était 3 au tout départ et Isabelle nous a rejoint un mois avant le lancement. Tu les connais d'où alors? Alors Isabelle, je la connais de très longue date parce qu'on travaille ensemble chez Manutan. Et Nathanaël et Damien, qui sont designers, en fait, je les connaissais pas du tout avant de lancer Sleen, et c'est au moment de lancer Sleen où je voulais absolument m'associer avec un designer, et donc j'ai cherché sur LinkedIn, et à force de rencontres, j'ai fini par rencontrer Nathanaël et Damien, et on s'est tapé dans la main pour créer la boîte ensemble. Damien Carrette, c'est A2RETE, E2TE, pardon. Isabelle Pi, P-Y, exactement. Et Nathanaël Desormeaux, D-E-S-O-R-M-E-A-U-X. Donc Nathanaël et Damien sont designers. Exactement. Et Isabelle te rejoint en tant que directrice des opérations. La clé derrière toute l'expérience client. Et donc, vous avez appris à vous connaître avec Nathanaël et Damien, en tout cas, que tu as rencontré au début de l'aventure, dans le cadre de l'aventure. Ouais, exactement. Ouais, on a travaillé ensemble en mode où on n'avait rien signé, on n'avait rien mis sur le papier. On a commencé à bosser ensemble pendant 3 mois, notamment pour designer les premiers produits. Et en fait, le cœur de notre relation s'est créé pendant le Covid, parce qu'on a créé la boîte on a posé les statuts en février 2020. Et donc, il a fallu, on est rentré dans le vif du sujet à distance finalement. Vous avez appris à travailler ensemble en fait à distance pendant le Covid au début, ok. Ouais, exactement. Donc tu me disais que c'était ta plus grande crainte. Qu'est-ce que tu fais pour combattre cette crainte? Est-ce que vous avez entre vous des rituels, des obligations, des moments franchises, j'en sais rien, il peut y avoir plein de choses. Ah, c'est marrant, c'est une bonne question. C'est ma plus grande crainte, mais est-ce que c'est là où je mets le plus d'énergie aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, oui, on se voit toutes les semaines et on échange beaucoup. Ils sont au bureau avec toi? Ouais. Oui. Alors Nathanaël habite à Évreux maintenant, mais il vient toutes les semaines. Ok. Non, je pense que ce qu'on fait pas assez,
On le fait un petit peu, mais ce qu'on fait pas assez, et ta question me pop ça dans l'esprit, c'est de se faire des moments où on partage vraiment deep sur ce qu'on ressent. Et je pense que c'est vraiment, on l'a fait notamment l'année dernière, et c'était hyper bien pendant une journée. On s'est vraiment dit ce qu'on avait sur le cœur, on s'est vraiment dit là où on avait envie d'aller. Et je pense, il y a des actions qui s'en sont tirées, mais fondamentalement, rien que d'en parler et d'avoir conscience de ce que l'autre a dans la tête, je trouve que c'est hyper important. Et c'est un hasard, vous preniez une bière et puis d'un coup vous êtes mis à parler, ou vous avez prévu le moment. Ouais, parce qu'il commençait à y avoir quelques petites tensions, rien de catastrophique. Et surtout, on sentait qu'on n'était pas forcément 100% alignés sur tout. Et donc, on s'est dit, non, on va prendre une journée, et on a vraiment partagé de manière assez deep ce qu'on pensait et là où on voulait aller, ce qui a permis de se réaligner, d'avoir une bonne discussion de fond. Et je pense qu'on n'investit pas assez de temps là-dessus. Tu vois, c'est encore un truc, il faut qu'on aille plus loin, notamment pour éviter la séparation, mais surtout pour la boîte, pour pouvoir s'assurer qu'on parle tous d'un même langage et qu'on est aussi hyper conscience de là où on est l'autre. Et c'est vrai qu'on est, en tant qu'entrepreneur, on est tellement l'opérationnel est tellement fort que je pense qu'on oublie d'investir du temps dans la relation. Ok. C'est intéressant parce que tu es en train de parler de rituels avec tes associés et ça fait partie des sujets. Alors, je vais peut-être remettre un tout petit peu de contexte. Donc, Celine, designer de produits et de services pour réconcilier flexibilité et collectif, mais tu le diras mieux que moi dans quelques instants. Mais en pratique, vous aidez des personnes à aménager des lieux de travail où on passe, au final, pas mal de temps. Et pour aménager un lieu de travail, il faut comprendre ce que fait la personne et comment elle le fait. Donc, comprendre de manière intime une manière de travailler, une manière dont des équipes travaillent et ce qu'elles font. Exactement. Ouais. En fait, le sujet, c'est avant, on allait au bureau de 9h à 18h du lundi au vendredi. Ça, c'était hyper simple et du coup, tu faisais toute ton activité professionnelle sur un lieu de travail. Il y avait bien sûr plein d'exceptions, mais globalement, c'était la norme. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'on travaille de n'importe où. Et le rôle de la maison et le rôle du bureau devient hyper importante pour bosser. Et la plupart des gens mixent entre la maison et le bureau. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui font du full remote, qui sont 100% à la maison. Il y a des gens qui sont tout le temps au bureau. Mais justement, l'idée, c'est d'amener cette flexibilité-là, de donner la possibilité à chacun de pouvoir travailler de là où il veut, de là où il pense être le mieux pour atteindre ses objectifs. Et du coup, le rôle du bureau devient hyper central. Et il faut le réinventer pour répondre justement à ces usages-là. Là où avant, en fait, tu mettais des bureaux et des salles de réunion dans un bureau et c'est bon, t'avais fini le job et t'essayais de faire que le lieu soit cool et représente ta culture. Mais globalement, t'avais pas de réflexion profonde sur qu'est-ce que t'y fais concrètement parce que t'avais juste besoin d'un écran, d'un clavier, d'une souris et d'une bonne chaise et d'une table. Ça me rappelle un cartoon que j'avais vu où il y avait un directeur t'avais un créatif assis à un bureau comme tous les autres avec au-dessus il y avait écrit créatif, genre la place du créatif et son boss qui dit vas-y crée. Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, le sujet, il est là. Et ce qui est intéressant sur le créatif, c'est que, par exemple, un créatif n'a pas besoin du même espace de travail qu'un dev. C'est prouvé. Typiquement, il y a ce qu'on appelle l'effet cathédrale, par exemple. C'est que plus le plafond va être haut, plus tu vas avoir une ouverture d'esprit. Plus le plafond va être bas, plus tu vas être focus. Donc, en fonction de ce que tu as à faire, si tu as besoin d'imaginer des choses, il vaut mieux que tu sois dans un espace le plus ouvert possible. Si tu as besoin d'être ultra focus, il faut mieux que tu te mettes dans un mini cocon qui va mettre toute ton attention sur ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Donc, clairement, rien que ça. Typiquement, la posture aussi, si tu as besoin si tu es assis ou debout, tu sollicites pas ton cerveau de la même manière. C'est-à-dire ? En fait, typiquement, le fait d'être debout va créer du mouvement et va te permettre d'aller chercher des choses, de stimuler des bouts de ton cerveau qui va te faciliter la génération d'idées. Si t'as besoin d'être concentré, d'être debout, c'est pas forcément la meilleure chose parce que tu vas bouger, tu vas créer des mouvements parasites. Donc alors il faut pas rester assis toute la journée, ça c'est hyper mauvais pour ton dos, mais globalement c'est pour ça qu'en général on fait des brainstorms avec des postures debout face à des tableaux blancs, des choses comme ça. Et quand tu as besoin d'être hyper focus, tu t'assois et tu te concentres. Et même sur un poste, une fonction spécifique, tu vas pas faire la même chose toute la journée ou toute la semaine. Ouais, exactement. Un créatif, je veux dire, il y a des moments où il doit peut-être avoir des idées, des moments où il doit les mettre en application, des moments où il doit échanger avec d'autres. Exactement. Donc au lieu d'imaginer, voilà, c'est ton poste et fais-y toutes tes fonctions
pendant du lundi matin 9h au vendredi soir 19h, tu peux imaginer des espaces dans le bureau qui invitent à la réflexion, à l'échange, à la concentration, c'est ça? Ouais, au bureau, à la maison, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'un créatif, sa semaine, il va peut-être avoir un moment d'inspiration, il va aller bosser dans un musée. Il va prendre son laptop, il va aller prendre une dose d'inspiration dans un musée d'art contemporain parce ça va lui générer plein de choses. L'après-midi, il va aller à la maison, il va être hyper focus pour justement mettre toutes ses idées sur le papier. Et le lendemain, il va faire un brainstorm au bureau avec des tables hautes, avec des tableaux blancs, avec tous les autres créatifs de la boîte, justement pour concrétiser ce qu'il a vu le lendemain autour de ça. Et la journée d'après, il sera chez le client autour de ça. Donc on a tendance à stigmatiser, effectivement, de se dire un créatif, il crée, un dev, il fait que se concentrer ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas vrai. L'idée, c'est justement de diviser un métier en différentes typologies d'activités et trouver le meilleur espace à chaque fois pour réaliser chaque type d'activité. C'est intéressant, ça me projette sur l'aménagement de nos bureaux et de mon bureau chez moi d'ailleurs. On parlera de ça, on va parler aussi d'un enjeu qui est important, c'est le timing. Tu aides les sociétés et les individus à aménager des espaces de lieu de travail. On le fait à un instant précis, il faut arriver à capter l'acheteur ou ton client en tout cas au bon moment pour être top of mind en amont et puis savoir le décrocher au moment où le projet se décide. On va parler de culture client. Quels sont tes investissements? Comment est-ce que tu le fais au sein de Sleen? Et on ouvrira certainement sur l'environnement parce que tu me disais quand on préparait cet entretien que il y a 2 millions de tonnes de mobilier qui sont jetées chaque année. C'est du bois, du fer, des roulettes. Qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce que Sleen projette de s'inscrire dans ce circuit de reconditionnement? Créé courant 2020 en plein Covid. En 2022, vous faites 1,6 million de CA, c'est ça? Ouais, exactement. Vous êtes parti en B2B, en B2C, pardon, et puis avez pivoté doucement. C'est pas un pivot. Vous avez rajouté au fur et à mesure du B2B qui représente aujourd'hui 80% de chiffres. Tu m'expliqueras ça. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est beau, mais vous avez à peine 3 ans. Et il y a aujourd'hui près de 10 000 personnes qui sont assises dans des environnements de travail créés, du mobilier créé, designé par vous. Je trouve ça beau. 5 000 dans des bureaux, 5 000 à la maison en télétravail. Voilà, ça nous fait un beau programme. Février 2020. 1 mois et demi, pardon, avant la fermeture de la France. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je négocie une rupture conventionnelle avec mon employeur au chômage le 2 février. On crée la boîte le 14, le jour de la Saint-Valentin. Notre idée initiale, c'était de créer le Teddy Bear du mobilier de bureau, pour donc vraiment appliquer les codes D2C, DNVB au B2B avec créer finalement une alternative pour les startups et les PME à Ikea. C'était vraiment de dire globalement les gens vont chez Ikea certes pour le prix mais surtout par le côté par défaut quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle avec un bon niveau de qualité de service, un bon rapport qualité-prix. Et donc l'idée c'était ça. Donc on avait designé, donc on avait anticipé un petit peu, j'avais bossé sur le projet en side avec Nathanaël et Damien. Tout était prêt, la chaîne de production était trouvée 100% française. Heureusement. Vous aviez designé des modèles en plus, ouais, j'imagine. Ouais. C'était une collection quand tu te lances. Ouais, exactement. On avait designé notamment bureau chaise. Et il n'y a pas un monde de fou sur ce marché? Il y a un monde de fou. Ah ouais, c'est un marché assez vieux. Alors, le marché est large, mais j'imagine le mobilier de bureau sur étagère. En fait, aujourd'hui, le marché, il est structuré. Donc, c'est un marché qui fait à peu près 1,4 milliard. Monde, France, pardon. D'ailleurs, c'est même taille de marché que le matelas. J'ai appris ça en parlant avec Julien, qui est le fondateur de Teddy Bear. Bon, on passe 8 heures à bosser, 8 heures à dormir. Ouais, c'est ça. Pour les chanceux. Exactement. Du coup, même taille de marché. J'avais pas fait le lien. C'est exactement ça. Je suis pas dans le même ratio, mais globalement, en fait, le marché il est structuré. T'as des fabricants, t'as des distributeurs. Et ça a pas bougé depuis 15 ans, quoi. C'est-à-dire que globalement, un peu comme le matelas justement, pour continuer le parallèle. C'est vite, soit c'est des produits bas de gamme, pas chers que tu renouvelles régulièrement, soit c'est des produits très chers, mais sur lesquels finalement tu sais pas faire la différence. Et moi, mon constat, en appelant 5 potes
qui avaient déménagé leur boîte récemment m'ont tous dit c'est une énorme galère. Les produits mettent 2 mois à arriver, c'est des produits qui ont aucune spécificité design, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, la qualité de service est pourrie, et in fine ça coûte hyper cher. Et moi, de mon expérience d'avant chez Manutan, j'avais partagé, côté distributeur, je partageais complètement ce constat. Donc le vrai sujet, il était d'inventer un modèle hyper inspiré du D2C, avec un produit qui est cool, une vraie démarche environnementale, un marketing bien calé, et surtout une qualité de service exceptionnelle. Donc l'idée, c'était vraiment de créer ça, et je pense qu'il y a encore aujourd'hui, il y a énormément de place là-dessus, parce que c'est un marché vieux comme le monde où t'appelles, on te dit ah ouais c'est 6 semaines, les produits ressemblent à rien, ils sont pas bien électrifiés, la qualité de service c'est un enfer, enfin et d'un point de vue environnemental il y a rien quoi, c'est hyper vite. Donc l'idée c'est vraiment d'attaquer le marché sous cet angle-là. Ok, non mais je trouve intéressant le Télibert du mobilier de bureau quoi. Exactement. Ah ouais non, mais je reste hyper inspiré de ce modèle-là quoi. Sauf la seule différence c'est je pense que c'est un modèle moins pur e-commerce où t'arrives, tu cliques, tu commandes. Il y a de la place pour ce marché-là, mais pas dans les proportions du D2C, B2C quoi. Mais là arrive le Covid. Et là, 16 mars, Covid. Alors au début, grosse grippe, c'est bon, ça va durer 3 semaines, pas de souci, on reste focus et on commence à designer les produits d'après en se disant, bah de toute façon, on lancera un peu plus tard avec une collection plus large. Au bout d'un mois ou 3 semaines, j'ai un pote qui me dit non mais en fait parce que moi j'étais plus dans une boîte, j'étais complètement isolé de ça, et il me dit non mais t'as pas conscience quoi, il y a pas une journée où je reçois pas 3 mails clients qui me résilient, qui annulent tout, etc. Il me dit mais là et c'est toutes les boîtes pareil, donc t'as pas le choix, il faut que tu pivotes. Et donc après une nuit blanche à se dire qu'est-ce que je fous, je suis au chômage, j'aurais jamais dû faire ça, limite à me dire je retrouve du taf, etc. On se fait un brainstorm avec Nat et Damien où on prend tous les scénarios possibles. On se dit de toute façon, on n'a pas lancé la prod. Heureusement, on avait un problème sur les protos, on n'a pas lancé la prod, on n'a rien, on n'a pas lancé, on n'a pas communiqué, donc on peut repartir de zéro. Et donc on fait plein de scénarios en se disant les bureaux seront complètement vides, il faut inventer un modèle pour les convertir en habitat. Tout le monde va partir à la campagne, il faut faire des pods, des bureaux dans les jardins, etc., etc. Et le scénario qu'on retient, c'est le télétravail va se pérenniser, personne n'est bien installé à la maison. Et donc, on décide de designer un bureau-chaise pour le télétravail. Et donc, de pouvoir réconcilier l'ergonomie, le design, de pouvoir et le gain de place, parce que forcément, les gens n'ont pas la place pour mettre un bureau. Ça, c'est quand ? Ça, c'est en avril. En avril, ok. Ouais. Et là, on part dans une guerre contre le temps en se disant il faut absolument qu'on lance en septembre 2020. Ça va être le timing idéal pour ça. Et ce modèle existe toujours aujourd'hui ? Ouais, complètement. Il s'appelle comment ? Ça s'appelle le bureau parfait. C'est un bureau en fait qui a la particularité qui se démonte. Tu peux enlever le plateau hyper facilement et les deux tréteaux, les 2 pieds se transforment en petite console. Donc vu que tu télétravailles 2-3 jours par semaine, tu t'installes ton bureau que quand on a besoin. Et donc je vois pas de photos avec en mode console, mais ouais, c'est un bon insight pour la fiche produit, mais t'en as un peu peut-être si tu scrolles un peu. Ouais, je descends. Ah oui, c'est pour celui-là que vous aviez fait une OP avec un mec en parapente. Ouais, exactement. Après, on s'est mis effectivement à communiquer. On l'a suspendu dans le vide sur une slackline. On l'a mis sur un parapente pour justement illustrer qu'on peut bien travailler où qu'on soit. Parce que c'est vraiment notre vision de pouvoir donner de la liberté aux travailleurs. Donc vous aviez déjà dessiné des produits dans ce premier projet, hein, je simplifie le Télibert mobilier de bureau. Vous aviez déjà la ligne de prod, en tout cas les partenaires, les manufactures pour le faire, et vous designez en 2 mois. En tout cas, vous adaptez le bureau parfait, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, je dis une bêtise. Ouais, le bureau parfait pour le lancer. Full télétravail target cible télétravail à partir de septembre. Ouais, exactement. En fait, on repart complètement de zéro, hein, parce que le bureau pour le bureau n'avait rien à voir avec ce produit-là. Il était absolument pas utilisable en télétravail. Et donc on repart de zéro. Une énorme galère pour prototyper.
En juin, on lance une campagne market sur LinkedIn, en fait en organique sur LinkedIn, où on fait un site avec que des 3D. On n'avait jamais vu le produit en vrai. On fait que des 3D et on le lance pour voir si ça plaît. Avec de l'acquise. Au début, zéro acquise. Juste sur en organique, okay. LinkedIn. Ouais. Pour prendre de la data, parce qu'en fait, l'idée c'était de lancer une campagne de crowdfunding en septembre. Et donc, on commence à prendre de la data. On met le prix. Le taux de conversion des gens qui lâchaient leur email est divisé par 10. Ok. Là, le prix qui était le prix actuel, qui est le prix actuel ou Ouais, il a légèrement augmenté avec la hausse des matières premières, mais on était déjà un produit un bureau qui coûtait 500 €. Ok. Et en fait, on se rend compte que le problème n'est pas tant le prix, mais le problème était le niveau de market. Justement, les 3D qu'on avait fait étaient pas assez quali et justifiaient pas le prix. Et donc là, on se rend compte l'importance, si tu vends un produit notamment 2 fois plus cher qu'un produit Ikea, qui reste un produit avec un excellent rapport qualité-prix, mais par contre, il faut que ça se voit. Donc là, on prend conscience qu'il faut qu'on ait un niveau de marketing qui soit beaucoup plus quali que ce qu'on avait aujourd'hui. Donc là, on fait des 3D beaucoup plus belles, on commence à avoir des protos, faire des photos beaucoup plus belles, et là, on se rend compte que le taux de conversion des gens qui lâchent leur email réaugmente et revient quasiment au niveau de celui qu'on avait avant. Et donc ça, c'est aussi des super bons insights parce que ça nous permet de capter, de mieux comprendre les attentes de nos clients, etc. Après on fait de l'acquise. Une fois qu'on a un bon taux de conversion, on fait de l'acquise sur Facebook, Insta, pour collecter un maximum d'adresses email et pour pouvoir faire un gros lancement le 3 septembre 2020. Et donc le 3 septembre, vous lancez. Full throttle à plein régime, mais juste un truc sur lequel je reviens. Donc tu réalises que c'est important d'avoir des beaux assets, en gros. 3 ans plus tard, c'est quoi vos assets? C'est du shooting, c'est de la 3D, c'est du photoroom ou du Omi, enfin tu vois, c'est... Non, c'est vraiment de la photo. Okay. On utilise un peu de 3D sur du packshot, des choses comme ça, mais c'est vraiment à la marge. Non, nous c'est vraiment de la photo, de la vidéo. On met beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie autour de ça, pour vraiment avoir des visuels qui soient hyper inspirants et qui mettent très très bien en avant le produit, et qui est une vraie touch, un vrai branding slim. Ça, c'est un truc auquel on veut justement très inspiré des modèles D2C, d'avoir une marque forte, reconnaissable, différenciante. Ouais, exactement. Et là où Ikea peut se différencier, parce que, enfin, ce qu'ils ont inventé, j'ai l'impression, moi, avant, à l'époque des Buts ou des Conforama, je sais plus, ça date, Fly peut-être. Bref, c'était le meuble que tu peux monter toi-même, qui est facile à monter et qui est prévu pour être facile à monter. Ouais. Ça a tout de suite été dans la réflexion. Oui, on a même été plus loin, notamment le fameux bureau parfait. Il était livré monté. Enfin, il est livré monté. C'est-à-dire que t'as les 2 tréteaux qui sont livrés montés. Donc concrètement, tu sors les 2 tréteaux de ton colis, ouais. Tu mets le plateau, t'as 2 petites vis à main et c'est bon, ton bureau est installé. Ok. Donc t'as une expérience justement où c'est installation 2 minutes, moins de 5 minutes, ouais, mais okay. Plus de temps de descendre le carton dans la poubelle jaune que de monter ton produit, quoi. Ok. Donc oui, c'est hyper important, notamment quand tu vends un produit plus cher, d'aller au-delà d'un produit simple à monter. Et je prends un tout petit peu d'avance, mais on reviendra. C'est pareil en B2B. Ouais, on va plus loin en B2B. Où t'as des installateurs qui viennent. Ouais. L'idée, c'est vraiment des clés en main. C'est vraiment, on peut même t'enlever tes anciens bureaux, les mettre dans les filières de recyclage. Donc c'est vraiment zéro pain. Et donc on peut même intervenir le soir, le week-end, pour pas déranger tes bureaux. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire des choses qui soient hyper adaptées à ton contexte. Et surtout, 99% des gens de nos clients, c'est pas leur job de faire ça. Ils font ça parce qu'il faut le faire. Et donc, l'idée, c'est de leur simplifier au maximum la vie. Cool. Vous lancez début septembre le bureau parfait en B2C. En B2C, ouais. Et alors, combien de ventes au début? Alors, on fait... ouais, ça, c'était... donc, on fait en pré-vente, on fait 200 et quelques ventes sur KissKissBankBank. Ok. En parallèle, on avait un pop-up au BHV à Paris, dans le Marais. Et ça, c'est marrant d'ailleurs. C'est en fait, ils ont vu, une des acheteuses du BHV ont vu nos ads sur Facebook et elle nous a contacté en disant: j'ai un spot en septembre, est-ce que ça vous intéresse?
alors qu'on avait zéro produit, zéro proto, rien. BHV Paris. BHV Paris, ouais. Putain, c'est incroyable, mais une fois de plus, tu vois, ça souligne à quel point c'est important d'avoir de la chance. C'est important d'en avoir, donc faites tout pour en avoir. Ouais, c'est ça. Mais pour qu'elle vous ait contacté, est-ce que le temps est juste? En tout cas, elle vous a contacté parce que vous avez fait la landing, vous avez fait un peu d'acquis, vous avez fait, voilà, vous êtes donné les moyens d'avoir de la chance. Mais c'est intéressant. Donc, elle vous contacte sur la période de l'été, c'est ça, où il y avait la landing et les assets qui étaient pas assez quali. Ouais, en juillet, ouais. Ok, pour vous dire, j'ai un spot. On lance un truc qui s'appelle Home Good Home, donc qui était vraiment orienté éco-responsabilité. Ils avaient pas grand-chose sur le télétravail, forcément c'était le gros sujet du moment, et donc on est venu remplir ce spot-là. Ok. Et donc c'était une super opportunité. Alors après, quand t'as 0 mois d'expérience, lancer un pop-up, c'est un sacré délire aussi parce que t'as plein de sujets que tu vois pas, mais super opportunité parce que ça a aussi permis à tous les gens qui nous voyaient en crowdfunding de venir voir et essayer les produits en vrai, quoi. Donc, la landing et de l'acquisition en organique. Vous avez fait du payant ou pas après? Ouais, on a fait du payant. Le BHV vous appelle, ça fait un pop-up. Vous créez une campagne de crowdfunding sur KissKiss. Ouais. Excellent épisode d'ailleurs, il y a quelques semaines, chers auditrices, chers auditeurs, avec Ulule, mais sur les 6 conseils pour bien se lancer, lancer une belle campagne de crowdfunding, applicable évidemment à toutes les plateformes. Donc campagne de crowdfunding 200 préventes. Ouais, un peu plus, ouais. Une 50aine au BHV, donc on devait être à peu près entre 250 et 300 le premier mois, quoi. Prévente, donc t'as 100K de plus ou moins, je sais pas combien vous le vendiez, à peu près, ok. Donc ça, au moment du lancement. Au moment du lancement. Mais en fait, dès le début, notre vision, c'était c'était plus du branding de faire du B2C. Et notre vision, c'était de convaincre les entreprises d'équiper leurs télétravailleurs. Parce qu'on savait qu'en fait, que le sujet était, pour que le marché soit suffisamment gros, il fallait que l'entreprise subventionne l'achat de matos pour travailler à la maison. Mais ce qui est intéressant là-dessus, alors, autre épisode que je vous recommande, chers auditrices, chers auditeurs, c'est l'épisode avec Robin de Tirsan de Work with Island. On dit pas mal de choses, mais il y en a une que tu partages. C'est que, je sais plus comment il le formulait, mais l'acheteur B2B est un acheteur comme les autres. B2C. Et c'est vrai que si tu m'as équipé à la maison et que tu es capable de me dire d'une manière ou d'une autre, Laurent, ton bureau chez toi, tu l'aimes bien, mais sache qu'on fait aussi des bureaux pro. Tu me transformes en ambassadeur B2B, quoi. Ouais, exactement. Mais effectivement, je partage à 200%. On est tous des acheteurs. Et on se comporte exactement de la même manière, même s'il y a bien sûr quelques différences, mais il y a énormément de points communs et il faut surtout pas segmenter B2C, B2B. Je pense que c'est une grave erreur. Donc lancement B2C, ça part bien. Ça part bien, mais pas longtemps après, vous lancez le B2B. Ouais, en fait, en parallèle directement, moi je me mets à prospecter des entreprises pour leur proposer d'équiper leurs télétravailleurs de manière hyper simplifiée. On a créé une plateforme où globalement les collaborateurs peuvent équiper leurs télétravailleurs. Ouais, leurs télétravailleurs. Ouais. Donc ton approche, c'est de dire à Cosa Vostra, maintenant que tu as des télétravailleurs à la maison, tu peux les aider ou en tout cas leur fournir le matériel. Ouais, exactement. En fait, c'est de dire, typiquement, vous mettez en place du télétravail, vos collaborateurs vont travailler 40-60% du temps à la maison. Ne les laissez pas travailler sur leur table de salle à manger, dans leur canapé. Donnez-leur la possibilité de s'équiper à la maison. Sauf que c'est hyper compliqué parce que personne n'a les mêmes apparts, personne n'a les mêmes besoins, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est plutôt tu donnes un budget et le collaborateur se connecte à notre plateforme et va pouvoir choisir le produit dont il a besoin. Et ça, sans avoir avancé de l'argent, sans avoir fait une note de frais, etc., etc. Et donc, ça permet de garantir que ton expérience collaborateur est la même au bureau comme à la maison. C'est une vraie marque de care et de bien-être de tes équipes. Et c'est aussi une marque du fait que tu crois au télétravail. Et donc, la preuve, tu t'équipes bien les gens. C'est toujours en place, si vous allez sur slean.com, donc slean.com, vous avez nos solutions et en dessous il y a j'utilise ma subvention et ça je me connecte sur un site. Ouais. Quel techno? C'est Shopify. Dans lequel vous arrivez à reconnaître que je suis un employé de Cosa Vostra et que mon budget c'est 200, 300 pour m'équiper, quoi. Ah, exactement. Et là on réussit à convaincre Doctolib. On convainc d'autres boîtes, mais surtout la boîte qui est un peu emblématique, c'est Doctolib. Raconte-moi comment.
On est toujours à la rentrée 2020, c'est ça, à l'automne? Ouais, en fait, je balance des séquences mail via Lemlist à toutes les startups. Lemlist, Lemlist, qui est un outil de qu'on appelle de CRM avec des automatisations dedans. Ouais. Ça te permet d'envoyer des emails à un peu tout le monde comme si c'est toi qui les avais fait. Et en fait, par rebond de mail, j'ai un call avec notamment le chef de projet de la partie Covid chez Doctolib qui notamment a beaucoup de demandes de gens qui sont mal installés. Je fais un pitch, etc., etc. No news, et à un moment donné, je reçois un appel d'Alam, qui est la nouvelle directrice workplace de Doctolib, et qui me dit: je lance un appel d'offres pour équiper les télétravailleurs. Est-ce que vous pouvez être là dans nos bureaux à telle heure, telle date, pour présenter votre solution? Et bien sûr, je suis là à l'heure avec un bon pitch, et on gagne l'appel d'offres. Et un mois après, en décembre, on lance. Et là, c'est 200 commandes en 1h30, quoi. C'est beau. C'est beau. C'est à la fois excellent, mais en même temps, c'est un énorme stress d'un point de vue opération, parce qu'on se dit, il faut absolument pas qu'on merde. Et donc, mais tout se passe hyper bien, on livre bien, les Doctolibers sont ravis, à la fois de la livraison et des produits. Donc, c'est le début d'un très beau partenariat. Ok. L'enseignement là, c'est quoi? C'est intéressant. Donc vous êtes parti en B2C avec tout de suite l'idée de faire du B2B derrière. Tu as eu une vraie démarche sales pour aller chercher des leads. Tu as réussi à te faire avoir un premier pitch avec Doctolib qui t'a amené à l'appel d'offres ensuite. Combien de boîtes contactées? Quel impact? Quel transfo? Et Doctolib n'est certainement pas la seule, il y en a eu d'autres? Ouais, il y en a eu plein d'autres. Je pense un taux de réponse assez faible. Beaucoup de monde contacté, beaucoup de gens intéressés, mais peu de closing. Aussi parce que moi, j'étais pas du tout commercial. Je faisais plutôt du market avant ou du digital. Donc, je pense que j'avais beaucoup de conviction. Je croyais fort à mon projet, mais je pense que il manquait de technique. Aussi parce que c'est un tout nouveau marché, quoi. C'est-à-dire que la plupart des boîtes n'avaient pas de budget pour ça, même philosophiquement, c'était plus quelque chose en réaction, parce que il y avait des gens qui disaient: j'ai mal au dos, comment est-ce que vous pouvez me donner une chaise? Du coup, les gens, ils partaient avec les chaises du bureau, mais ils les ramenaient pas. Enfin, c'était plus un truc en réaction de se dire autour de ça. Mais le vrai apprentissage, et on pourra en reparler, mais je pense qu'il faut faire de l'outbound. C'est-à-dire, il faut aller contacter tes prospects, même si ils sont pas venus d'eux-mêmes sur ton site. Et parce que je pense que ça m'a énormément nourri sur à qui je dois parler, avec quel discours. Nous, on est sur un sujet qui est, par exemple, à mi-chemin entre la DRH et les équipes workplace, direction environnement de travail, services généraux, on les appelle comme on veut. Mais forcément, le discours est pas du tout le même. Quand tu parles à un RH, tu parles pas du tout de la même manière à un directeur des services généraux. Donc, c'est hyper important de se confronter à cette réalité-là. Et même si les taux de réponse peuvent être faibles. Il faut aller parler à ton client, ou tes clients d'ailleurs. Ouais. Et plus la boîte est grosse, plus il faut parler à plusieurs personnes dans la même boîte. On parle de mapping aussi. C'est l'inside sell. C'est une fois que t'as mis un pied dans la porte, comment tu vas parler à 20 personnes du groupe qui peuvent être des prescripteurs, décideurs, ambassadeurs ou des alliés à un moment ou un autre. C'est le mapping le mapping décisionnel chez le client, hyper important. T'as une idée du nombre de ventes en B2B que vous faites à fin 2020? Nombre de clients B2B en tout cas? À fin 2020, je pense pour le premier quarter, on a lancé 4 clients. Le dernier quarter. Dernier quarter, ouais. Dernier quarter 2020, 4 gros clients, 4 clients, dont Doctolib. Ouais, dont Doctolib. Ok, t'étais en face de qui à l'appel d'offres? J'étais en face de Flix, qui est un concurrent sur la partie équipement télétravail, avec un positionnement un peu différent, mais avec une proposition de valeur très similaire. Mais des boîtes plus grosses, plus petites, plus petites, c'est compliqué à ce moment-là. Ouais, plus petites, c'est compliqué. Je pense déjà un peu plus gros, je pense. Ouais, c'était que des boîtes plus grosses. Après, il y avait un acteur un peu du monde de l'aménagement de bureau qui avait essayé de proposer une offre télétravail, mais qui était plus sur qui était pas abouti, je pense, et donc qui sont sortis assez vite. Et pourquoi t'as gagné? Qu'est-ce que t'as fait pour gagner? C'était quoi l'extra mile? C'était quoi Je pense que l'appel d'offres était pipé?
Non, pense pas, non. Je connais que Siam à ce moment-là. C'est Siam. Alam. Alam, non, je la connaissais pas du tout. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Ok. Non, je pense que en fait, le gros enjeu de Doctolib, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui déroulait d'un point de vue opération et qui allait, on allait tenir nos engagements et avoir une qualité pour les Doctolibers qui était vraiment parfaite. Et je pense qu'Alam, elle a cherché ça. Et je pense ce qu'elle a senti dans notre modèle, c'est qu'on était capable de résoudre ce problème-là. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est lancer ça et avoir 0 ticket de gens qui se plaignent, quoi. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on a réussi à la convaincre. Ok, intéressant. Avant de rentrer dans les ops et le business, aujourd'hui, on va parler sales, produits, production, distribution. Tu m'as dit un truc tout à l'heure quand on préparait l'entretien, que tu veux pas être une commodité. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à présent, et nous, on est un mauvais exemple chez Cosa Vostra, parce qu'en dehors de quelques trucs qu'on a fait sur mesure, un peu adaptés et réfléchis pour l'environnement et notre mode de travail, on est allé acheter des trucs sur un site internet, quoi. Ouais. Donc, pourquoi ne pas être une commodité? Enfin, qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, je pense que dans la tête des gens, des tables et des chaises, c'est une commodité. Tu vas sur internet, tu tapes table, chaise, tu vas chez Ikea, tu vas avoir des tables et des chaises pas chères. C'est une évidence. Et du coup, c'est extrêmement difficile de se différencier parce que globalement, tu arrives en fin de chaîne. C'est-à-dire que à partir du moment où tout est fait, effectivement, tu tapes dans Google, tu prends ce qui te semble bien et en plus, ça t'expose à l'arrivée de nouveaux entrants ou à des acteurs historiques qui se transforment. Ça t'expose énormément et je trouve que ça t'enlève énormément d'avantages concurrentiels pérennes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment 2 choses. C'est apporter une vraie solution à nos clients. Alors, on veut tous faire ça, mais c'est vraiment de répondre à l'enjeu du client final. Et même si tu cherches des tables et des chaises, fondamentalement, entre ce que t'as besoin, les tables et les chaises que tu vas choisir, elles vont pas avoir le même impact. Moi, j'ai des clients qui ont tout aménagé en Ikea. C'est sûr, ils ont pris des locaux magnifiques, mais ils aménagent tout en Ikea. Au bout de 6 mois, ça commence à être un peu branlant. L'expérience collaborateur, elle est pas dingue. Quand ils accueillent des visiteurs, ça fait vraiment cheap, alors qu'ils sont sur une super belle adresse. Et en plus, ce que tu cherches à faire avec tes bureaux, c'est en général, les bureaux, c'est le deuxième, pour plein de boîtes, c'est le deuxième centre de coût après la masse salariale. Et donc, tu mets la loc là-dedans alors? Oui, au sens large. Le bureau au sens large, oui, d'accord. Vraiment tes coûts immobiliers, quoi. C'est-à-dire quand tu prends le loyer, l'énergie, le mobilier, la totale. C'est le deuxième centre de coût pour plein de boîtes. En fait, si tu mets autant d'argent, c'est que tu cherches quand même à avoir un ROI derrière. Et notamment aujourd'hui, avec la possibilité de faire du full remote, c'est encore plus une question de se dire quel est le ROI de mes bureaux. Donc nous, notre sujet, c'est ça. C'est comment on augmente au max ton ROI. Et bien sûr, on design des produits, on design des meubles, et on l'assume complètement, mais notre objectif in fine, c'est d'augmenter le ROI des bureaux, d'augmenter la qualité du collectif. Et tu disais au début, notre positionnement, c'est de réconcilier la flexibilité et le collectif, parce qu'effectivement, c'est un problème pour tout le monde. On voit là, d'ailleurs, si tu regardes sur LinkedIn en ce moment, il y a pas tous les jours, tu vois une boîte qui dit « Ah ouais, pour augmenter la collaboration, on dit à tout le monde de revenir au bureau. » Ok, est-ce que c'est vraiment la solution? Le sujet, c'est pas de réduire le niveau de flexibilité, c'est comment tu réconcilies les deux. C'est-à-dire comment tu donnes de la flexibilité à tes équipes, mais en même temps, comment le collectif, la collaboration, vit au maximum. Et ça, effectivement, c'est nouveau. Et c'est pas en utilisant des recettes du passé qui est de dire on va faire revenir tout le monde 5 jours sur 5, ou à la Twitter 7 jours sur 7, que tu vas transformer une boîte. Et je pense que aujourd'hui, il faut équilibrer les deux. Et du coup, le rôle du bureau, il est complètement réinventé. C'est pour ça que nous, in fine, on veut pas juste vendre des tables et des chaises. Ce qu'on veut, c'est réinventer le rôle du bureau. C'est avoir un usage qui va réellement répondre à tes besoins. Et ça, c'est pas juste en étant une commodité qu'on arrivera à le faire. C'est en ayant justement en amont des vraies réflexions de conception, en échangeant avec nos clients, avec les utilisateurs qu'on va réussir à le faire. On a commencé par des tables et des chaises, et là on va sortir plein de nouveaux produits qui justement vont sortir un peu des sentiers battus en termes d'usage.
ta raison d'être ou ta manière de travailler, en tout cas en tant que société qui est à la fois B2C et B2B, avec un site e-commerce sur lequel je peux aller moi en particulier acheter en quelques clics du mobilier pour travailler mieux chez moi ou au bureau, et de l'autre côté du B2B où tu as une réelle approche d'accompagnement. Il faut aller voir comment les gens bossent, pourquoi ils bossent, comment ils bossent ensemble. C'est pas du tout la même offre. Non. Comment t'arrives enfin, tu vois, d'un point de vue organisationnel, vous êtes encore une petite boîte, une petite quinzaine, je crois. Ouais, on est 11, ouais. 11. Ouais. C'est pas du tout la même approche. Ouais, c'est un vrai sujet compliqué. D'ailleurs, on est loin d'avoir craqué le sujet du comment on se présente, notre site web. Sarah, notre CMO, s'arrache la tête à essayer de faire tout rentrer et dans un discours à la fois clair et pertinent. Et je pense que on a encore beaucoup de travail autour de ça. C'est compliqué. Mais effectivement, l'idée, c'est d'assumer le fait que il y a des frontières fines entre la maison et le bureau. C'est une zone d'ombre. En fait, finalement, vu qu'on travaille de partout maintenant, même la maison de mamie au bord de la mer devient un espace de travail parce qu'on en profite pour étendre les vacances et d'aller télétravailler là-bas. La frontière entre pro et perso, enfin entre acheteur B2C et acheteur B2B ou utilisateur B2C et utilisateur B2B, elle est aussi hyper fine. Donc on assume un peu ces zones d'ombre-là. Et donc notre sujet, c'est d'essayer d'avoir une approche un peu holistique et qui englobe tout ça. Maintenant, est-ce qu'on l'a craqué d'un point de vue positionnement et discours marketing ? Non. C'est un sujet du quotidien assez compliqué, mais sur lequel on itère, on essaie d'aller petit à petit pour pouvoir vraiment englober large. Mais ce qu'on veut, c'est parler à l'utilisateur au sens large. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes les boîtes qui aménagent des bureaux tapent sur le télétravail en disant le télétravail c'est nul, c'est pas grâce à ça, et donc mettez beaucoup d'argent dans vos bureaux. Les gens qui vendent du télétravail disent non mais le bureau ça sert à rien, regardez combien ça vous coûte, et in fine il y a personne les 3/4 du temps, investissez sur le télétravail. Moi je pense que faut arrêter avec ces discours dogmatiques. La vérité elle est au milieu, et le sujet c'est comment on craque le sujet en réconciliant les deux, quoi. Ok, intéressant. Tu vois des grosses différences entre l'acheteur ? Alors, on a dit tout à l'heure, l'acheteur B2C et B2B, c'est le même. Est-ce qu'il y a des grosses différences Est-ce qu'il y a des différences, pardon, pas des grosses, justement, que tu vois entre le B2C et B2B ? Ouais. Aller convaincre un acheteur B2B, donc c'est quelqu'un qui va être responsable soit de services généraux, soit du bien-être au travail, soit tu vois... En fait, la plus grosse différence que je vois, c'est que c'est un achat beaucoup plus émotionnel qu'on ne le pense, l'achat B2B. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu achètes pour ta boîte, notamment du mobilier, si ça marche pas, c'est toi qu'on vient voir. Et si la table de réunion que tu as achetée, elle est galère, elle est pas adaptée, les prix sont pas bien pensés, ou elle est branlante ou quoi que ce soit, on va venir te voir en disant ah putain Martin, c'est quoi cette table que t'as achetée, c'est de la merde. Et limite ta légitimité au sein de la boîte, elle peut être un peu affectée. Et c'est encore pire quand c'est un aménagement de bureau global, parce que si t'as merdé, en fait on va venir te voir toi. Et donc c'est hyper émotionnel, t'as besoin d'être hyper rassuré sur le fait que t'es en train de faire le bon choix. Et donc nous, c'est quelque chose que je sous-estimais. Et en fait, on disait regarde-moi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça passe pour certains, mais globalement, il faut énormément rassurer avec des références, avec des choses, et surtout une vraie capacité de modification. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à un modèle d'aménagement aussi, où tu peux changer ton aménagement quand tu le souhaites, parce que on n'y arrive pas toujours du premier coup. Et donc, c'est de se dire, on fait un aménagement. Et si ça marche pas, on va voir spontanément tes équipes pour savoir être sûr que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, on adapte. Mais vas-y, pardon. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart d'un modèle d'aménagement de bureau classique, encore aujourd'hui, dans 99% des cas, c'est tu passes 6 mois à réfléchir, après tu passes 6 mois à faire, et après c'est bloqué pendant 5 ans. Et alors que globalement, c'est comme tu fais des produits digitaux toute la journée, tu sais bien que le site web que tu as sorti pour ton client, t'es hyper content de pouvoir l'améliorer au quotidien pour corriger des bugs, parce que tu as des nouvelles idées, parce que les besoins du client ils évoluent, etc. Et donc t'itères dessus. Un aménagement de bureau aujourd'hui. Mais comment t'itères sur de l'aménagement de bureau ? Tu récupères les 100 chaises pour en mettre 100 nouvelles ? Ouais, exactement.
Prends l'exemple de la table dans laquelle on est là. C'est une table basse. Peut-être tu dis, ah ouais, en fait, ça serait 100 fois mieux d'avoir une table haute, ou tout simplement d'aménager cette salle de réunion dans une type de réunion plutôt chill avec des canapés, des choses comme ça. Bah, on reprend la table, on la reconditionne et on te met des canapes. Mais quelle est la... Alors ça me pose plein de questions, mais dans le Sleen B2B que tu es en train de me dépeindre, quelle est la part d'architecte d'intérieur, d'aménagement, de producteur, de concepteur de meubles sur mesure, enfin... La part en temps passé ou en business? Non, aujourd'hui, on va dire, on a un peu 3 activités. Une activité d'équipement de télétravail dont on parlait, sur lequel je pense que ça doit faire à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Une activité de vendeur de meubles classique B2C, B2B, ou en mode e-commerce, on va dire, là-dessus, ça doit être à peu près 30%. Non, un peu moins maintenant, je pense. 20%. Et 30%, c'est effectivement l'aménagement de bureau au sens conseil. Du service, dans lequel 30% sur 1,6 million, donc 500 000, on va dire, pour faire simple. Ouais. Mais sur lequel il y a beaucoup de revenus récurrents. Parce que le modèle dont je te parle, c'est un modèle où tu payes par mois, par mètre carré. Ok. C'est pas un modèle de vente classique, quoi. Attends, le modèle, tu me parles lequel? Le modèle d'aménagement de bureau, c'est un abonnement. Ouais, où tu as la capacité de modifier ton aménagement quand tu le veux. C'est un modèle abonnement, ouais. Mais là, tu as un peu d'évangélisation à faire, non? C'est nouveau. Énorme. Ok. Ça, pareil, c'est un truc que moi je pensais que tout le monde allait acheter direct parce que c'était super cool, mais t'as tellement l'habitude d'acheter ton mobilier de bureau dans ta tête, même tu passes ça en amortissement, enfin voilà, il y a des trucs un peu comptables derrière. Ça nécessite pas mal d'évangélisation, mais une fois que les gens comprennent que leur bureau devient un asset et pas juste un lieu obligé à équiper, bah là t'es hyper content d'avoir de la flexibilité pour pouvoir aménager et réaménager tes locaux, quoi. C'est marrant parce que je t'avais pas posé la question. Du coup, je le découvre maintenant à 45 minutes de notre entretien. Mais c'est hyper important comme information, ça. Et c'est pas forcément très visible, peut-être sur le... Alors, quand je dis qu'on a encore beaucoup de trucs à craquer. Ouais, mais non, mais c'est intéressant. Et alors, pour me donner un ordre de grandeur, c'est quoi le tarif, une idée de tarif? On paye par mètre carré, par collaborateur, par quoi? 5 € par mois par mètre carré. Pour aménager mon espace. Ouais. Et le réaménager quand on a besoin. Ok. Ouais, c'est vraiment toute nouvelle manière d'aménager tes locaux. Alors, on fait aussi de la vente, hein, dans certains cas. Il y a des gens qui préfèrent acheter, mais quand les gens ont un réel besoin, une réelle volonté d'itérer sur leurs espaces, ce modèle-là, il est parfait. Et en plus, le gros intérêt, c'est aussi un intérêt environnemental. Non seulement on fabrique tout en France, mais ça, c'est la garantie que le jour où tu n'as plus besoin de tes produits, on te les récupère, on les reconditionne, on les met chez d'autres clients. Et donc ça permet d'avoir un modèle très vertueux et vert, tout court d'ailleurs. Exactement. Ok, hyper intéressant. Je viens de faire les calculs là pour mes bureaux, ça ferait 20 000 € par an à peu près. Ouais. Bureau parisien, on a 350 mètres carrés. Et du coup, l'offre, c'est quoi? Donc tu les aménages pour qu'on puisse y travailler. Ouais. Et en termes de renouvellement ou de... On vient de voir, surtout tes équipes, tous les 3 mois. Okay. Et on repense, on prend leur feedback et on itère sur les espaces en fonction des besoins des équipes, de ce que tu as envie de faire toi aussi en tant que dirigeant. T'as peut-être toi, pour donner un exemple hyper concret, souvent quand tu aménages tes bureaux, tu te dis, ah ouais, tiens, je fais un forecast je vais avoir tant de recrutement sur les 2 prochaines années, et donc t'anticipes, et donc tu t'achètes des bureaux pour à vision 2 ans. Du coup, pendant 2 ans, t'as plein de bureaux vides parce que les gens, tu les as pas encore recrutés. Et donc c'est un peu anxiogène parce que ça fait des bureaux vides, ça fait de la perte d'espace, enfin ça sert à rien, quoi. Donc là, l'idée, c'est plutôt de te dire, bah non, en fait, on va équiper uniquement pour les gens qui sont réellement là. L'espace restant, on va faire des coins de réunion, pour faire des visios, ou au contraire des espaces détente, ou pour créer des espaces pour des rituels. Enfin, utiliser l'espace au maximum. Et en fonction de tes recrutements, on va venir rajouter des postes au fur et à mesure et repenser l'espace au fur et à mesure, aussi en fonction des habitudes de télétravail, etc. Donc ça, c'est un truc, par exemple, qui te permet d'avoir des locaux qui sont toujours hyper adaptés à tes besoins à l'instant T et pas dans 6 mois. Ok. Point après qui varie pas en fonction du nombre d'utilisateurs, mais du nombre de mètres carrés. Donc t'es un peu fixé sur l'avenir. Et toi, tu sais exactement combien tu payes. Ouais. Ok. Hyper intéressant.
Hyper intéressant. En termes de production, tu m'as dit donc produit en France, avec une véritable volonté de différenciation et de style lean. Mais deux bureaux peuvent avoir les mêmes... Deux sociétés peuvent avoir les mêmes bureaux, j'imagine. Ah oui, le meuble en tant que tel va être le même. Par contre, on va aller travailler sur l'identité du lieu pour créer un lieu Cosa Vostra et pas un lieu lambda. Donc, aux 4 métiers que je lisais tout à l'heure, tu rajoutes en plus du branding, quoi, de la culture. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la partie un peu archi d'intérieur qu'on propose, Office design. Cool. Un point important que je voulais aborder avec toi et dont on a parlé plusieurs fois, c'est l'enjeu du timing. Donc pour arriver sur une approche marketing, tu m'as dit 1,6 million en année 3, alors que vous avez fait un lancement deuxième semestre 2020. C'est une belle croissance. Départ B2C, aujourd'hui mix B2C, B2B avec 80% en B2B du chiffre, c'est ça? Et un enjeu fort, c'est celui de capter l'acheteur, la société, l'ambassadeur, le prescripteur, j'en sais rien, au bon moment, à un moment où on va potentiellement changer de bureau ou renouveler du mobilier. Et là, du coup, j'imagine un bon mix entre inbound, outbound, branding. Et branding, En fait, moi, j'ai fait une erreur forte, c'est de penser qu'il y avait qu'une vérité. C'est au début, on allait dire, on va tout mettre sur le branding. Après, on a dit, on va tout mettre sur l'outbound. Après, on va tout mettre sur l'inbound. En fait, in fine, je comprends qu'en fait, la bonne manière, c'est d'avoir un bon mix entre tout. Pourquoi? Parce que le branding, c'est le futur. Le branding, c'est vraiment ce qui t'assure d'avoir quelque chose qui est différenciant, qui est justement pas une commodité où les gens pensent à toi et même t'achètent parce que t'as créé une marque qui a du sens pour eux. Et donc c'est pour ça qu'on a fait toutes ces campagnes un peu work from anywhere, un peu poussées à l'extrême, parce que ça marque et parce que ça imprime une certaine vision. L'outbound, c'est hyper important parce que tu as tout en main. Contrairement à l'inbound où tu attends des leads, et s'il y a une source de leads qui s'arrête pour une raison X ou Y, t'as plus rien. Et je pense que l'outbound aussi est très important parce que ça te permet, au-delà d'avoir tout en main, de maîtriser qui t'achète. C'est-à-dire que le gros avantage de l'outbound, c'est que c'est toi qui contactes les gens et donc tu sais qui tu vas cibler, avec quel discours et avec quel niveau de panier moyen, etc., quel cycle de vente aussi tu veux. Et ça, moi, j'étais omnibulé par ça, de me dire, il faut que j'adresse un marché de manière très structurée. La problématique de faire de l'outbound dans notre métier, c'est que convaincre des gens d'optimiser leurs locaux est beaucoup, beaucoup plus difficile que de convaincre quelqu'un qui a déjà dans sa tête soit décidé de déménager, où là, c'est génial parce que tu sais qu'il y a un timing, soit décidé de réaménager ses locaux. Et donc, du coup, le cycle de vente est beaucoup plus court. Par contre, en inbound, donc concrètement dans notre cas, c'est quelqu'un qui tape aménagement de bureau sur Google, par exemple. Là, en général, tu sais que tu as au moins 2-3 personnes en face de toi, et donc tu es un peu en mode mini appel d'offres systématiquement, et donc c'est un autre typologie de cycle de vente. Là où en outbound, tu peux en général être tout seul, et donc faire une belle vente poussée. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, notre réalité, c'est qu'on mixe les trois, et que c'est vraiment on a trouvé quelque chose qui est à la fois vertueux pour le futur et qui permet de mixer des cycles de vente courts et longs au quotidien. Alors, on est en train d'illustrer totalement ce que tu disais tout à l'heure, sauf que c'est pas la marque dont on parlait, c'est une autre marque, je sais plus laquelle, mais c'est sur une chaise qui grince. Ouais. Je me rends compte à l'instant. Est-ce que tu veux bien changer de chaise? Je suis désolé. Normalement, c'est la seule. Il y en a une et à chaque fois elle bouge, mais voilà, chers auditrices, chers auditeurs, c'est bon. J'ai l'impression beaucoup mieux. Ok, donc un bon mix inbound, outbound et branding pour branding construire sur du long terme. Inbound, évidemment, faire entrer du lead sur des sujets, ça peut être du SEO ou tes opérations un peu particulières. Et outbound, c'est de l'acquise, mais c'est aussi parfois du phoning. Enfin, c'est d'aller chercher ton client. Quels sont tes leviers en inbound? Inbound, on va être vraiment sur du Google Ads, mots-clés, aménagement de bureau, mobilier de bureau, tout, et toutes ces déclinaisons, quoi. Ok. C'est vraiment le gros. Et en outbound? En outbound, beaucoup de cold calling, cold email. Aussi, on organise des événements. Le flex, pardon, The Next Workplace. The Next Workplace. Ouais, exactement. Ça, c'est intéressant d'ailleurs comme retour d'expérience pour tes auditeurs. C'est qu'en fait, on s'est associé avec plein de boîtes qui sont dans le monde du future of work, mais très orienté workplace. Et on a créé un événement de toutes pièces sur lequel on a réussi à faire venir 300 personnes très quali,
Là, c'était début décembre. Tout ça pour un petit budget parce qu'on s'est mutualisé tous ensemble. Petit budget, l'événement était payant? Non, l'événement était gratuit, mais on a dépensé un peu plus de 10 000 euros, je crois, à neuf. Ok. Donc, Studio Hamelot, hein, c'est ça? Garage Hamelot, ouais. Garage Hamelot. Ouais, dans le 11e. Dans le 11e. Ah, je crois que j'ai fait un hackathon là-bas un jour. C'est possible, c'est un lieu assez incroyable et on voulait vraiment créer un truc très différent des événements ou des trucs très polissés, etc. Donc c'est un vrai garage, c'était un ancien garage Renault, Ouais. mais avec une verrière, beaucoup de hauteur sous le plafond et tout ça. Et donc on a réussi à créer un truc top. Alors c'est intéressant, on n'a jamais abordé ce sujet sur le panier, donc je suis heureux de le faire avec toi. Créer un événement pour indirectement parler de toi, ou en tout cas faire parler de ton univers, mais en tout cas dont tu es maître. Exactement. Donc Ouais. Premier événement en décembre 2022, Ouais. Il y a quelques mois, il y en aura un deuxième? Oui, clairement. Ouais, on est en train de travailler sur la V2. Ok. Raconte-moi en quelques mots comment est-ce que tu as fait organiser cet événement? En fait, bah voilà, on est un petit écosystème, donc on se connaît tous, et on s'est dit il faudrait qu'on crée en fait, on parle à des gens incroyables quotidiennement, mais quand on va à des événements Future of Work ou le bureau de demain, tous ces types d'événements là, on se rend compte que les discours sont assez creux et on dit oui, ça devient un lieu social, mais il y a pas de fond, quoi. Alors que nous, non seulement on commence à nous en avoir un petit peu, mais surtout on parle avec des gens qui ont un fond incroyable. Organisons un after work tous ensemble où on fait venir nos contacts et on fait surtout des tables rondes avec un vrai fond. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir le garage Hamelot à cette date-là, le 9 décembre. Et on s'est dit, bon, ok, banco, Tu peux nous partager combien? Le coût? on l'a eu gratuitement. Ok. Enfin, quasiment gratuitement. Ok. Pourquoi? Une date annulée ou un... Je sais pas si je peux. Non, c'est parce mais qu'en fait, ok. on connaissait le gars, la date était dispo. Si on a des réseaux, faut les faire jouer. Ok, donc et tu as eu donc, le garage Hamelot, très bien. Et donc ça, pour donner une idée, c'est 1000 mètres carrés en plein Paris, quoi. Donc C'est ouf. Ça coûte cher. L'événementiel à Paris, enfin, trouver un lieu. Très très cher. Ouais. C'était impossible autrement. Et en fait, on a cette opportunité-là qui est incroyable. Et donc, je dis aux gars sur WhatsApp, go no go. Et ça, c'est à combien de temps? Ça, c'était un mois avant. Un mois avant? Ouais. Oui, d'accord. Vous êtes des warriors, quoi. Ouais, c'est un mois avant. Et donc là, on se dit, bah, si on réussit à avoir des belles têtes d'affiche qui viennent partager leur expérience, on le fait. Et donc, on se met à contacter quelques personnes. Et en fait, en quelques coups de fil, on a des super speakers d'Ubisoft, de Decathlon, de Blablacar, de Deezer, qui nous disent go. Pour parler du future of work. Ouais, exactement. Ok. Ouais, pour partager leur expérience dessus. Donc et là, on se dit, on lance les invites. On espérait avoir à peu près 50 personnes. On en a eu 300, quoi. Gratuite. Ouais, c'était non payant. Ah, ça aide. Mais c'est super. Pardon, je n'enlève Ouais, pas. clairement. Mais, La question se pose sur le prochain event. Est-ce qu'on fait gratuit ou pas? C'est un peu une question. En vrai, dans l'événementiel, t'as quand même une grosse partie du coup qui est sur le lieu en lui-même. Donc ça joue aussi. Exactement. Tu lances des invitations, vous faites un Eventbrite ou je sais pas, Eventbrite. RSVP quelque part. T'as des têtes d'affiche, c'est des conférences, table ronde. Table ronde, ouais. Ça dure toute la journée. Ça dure. En fait, le matin, tu pouvais venir bosser et l'après-midi, toute l'après-midi, table ronde plus un petit cocktail after work après. Donc il y a pas eu de déj. Non, il n'y a pas eu de déj. Enfin, si techniquement, avec nous, il y avait Totem, qui est une solution pour justement de frigo connecté pour déjeuner. Donc, il a géré le déj. frigo connecté au frais. Ouais, exactement. Et donc, on a invité pas mal de VIP à venir déjeuner avec nous avant. Donc, c'était pas les 300 personnes pouvaient venir déjeuner, mais on avait une cinquantaine de personnes avec qui on voulait vraiment échanger. Dans le lieu, qui sont venus déjeuner grâce à Totem. Ok. 300 invités. Vous êtes 9 à organiser, c'est ça? Ou à co-organiser, je dis une bêtise, 9 boîtes? On était 9. Ok. Comment est-ce que tu as géré ta base a posteriori? Qu'est-ce que tu as fait de ta base? En fait, l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur la communauté. On voulait pas que les 9 boîtes se mettent à bombarder de mails tous les gens qui avaient ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que notamment tous les décideurs, on a fait un petit mail en disant voilà, merci beaucoup d'être venu. Voilà toutes les boîtes qui étaient là. Voilà un lien voilà ce qu'elles font et voilà un petit lien si tu veux prendre rendez-vous avec elles. Et après, certains, en fonction des échanges qu'ils ont eus, ils ont aussi appelé les contacts avec qui ils avaient eu des échanges le jour J, quoi. Ok. Et sur place?
Et sur place, bah oui, bien sûr. Non, mais t'as eu une organisation commerciale, t'as fait venir ton ou tes sales. Ouais. Comment est-ce que tu l'as organisé, ça? Alors ça, c'est un truc auquel on... Ah pardon, ma question est peut-être... mais tu fais un événement, c'est cool, tu as de la Comment tu visibilité, c'est rentabilises? top. Si tu gagnes pas d'argent sur l'événement, il faut que t'en gagnes... enfin, tu vois, il faut que ça te serve. Ouais. Ça, c'est un truc auquel on doit encore travailler. Parce qu'on veut pas un truc où t'as 12 sales qui te sautent dessus. Enfin, c'est pas l'expérience qu'on veut donner, quoi. Clairement. D'ailleurs, on a eu pas mal de sales de concurrents qui sont venus à l'event et qui sautaient sur tous les prospects. Et on se disait, c'est pas exactement ça qu'on veut créer, quoi. On veut créer un vrai sentiment de collectif, un vrai sentiment de contenu. Maintenant, effectivement, on n'est pas une boîte caritative. Il faut payer les salaires, il faut rentabiliser l'événement, donc il faut trouver un modèle commercial qui fonctionne. Donc c'est pour ça que là, qu'on réfléchit pour les prochains events, pour le prochain event, comment faire. Ok. Comment trouver ce bon équilibre qu'on n'a pas encore totalement trouvé. En tout cas, tu le referas. Ah, c'est évident. Ok. Donc tu recommandes de se lier à, de s'associer ou de mener. Ouais, je pense. En fait, pourquoi je le recommande? Déjà parce que tu mutualises les coûts, de manière bête et méchante, et surtout tu mutualises la visibilité que tu donnes à ton event. On n'a pas investi, donc on a eu 500 gens qui sont inscrits, et on n'a pas investi 1 euro en ads pour communiquer sur l'événement. Que de l'organique ou que du bouche-oreille ou du PR? Que du LinkedIn. Ok. Le seul levier qu'on a eu, c'est LinkedIn, peut-être un peu nos bases mail vite fait, mais c'est surtout 90% des gens qui sont venus à l'événement sont venus grâce à LinkedIn, parce qu'on a été les 9 à communiquer sur nos LinkedIn. Et à un moment donné, ça crée un tel faisceau que tu te disais, si tu viens pas, enfin, c'est des gens qui nous ont dit ça, ils nous ont dit, ils le voyaient tellement sur LinkedIn, et ils se disaient, en fait, si je viens pas, je suis vraiment en train de rater quelque chose. Donc ça a créé un faux mot de dingue autour de ça. Et même après l'événement, tous les gens qui étaient pas venus ont regretté de ne pas être venus tellement ça a créé du buzz après. Donc oui, je pense que c'est hyper important de s'associer sur ce type d'événement-là, en tout cas quand t'es plusieurs petites boîtes. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est pas l'événement Sleen, c'est un événement Next Workplace, parce que c'est le nom du collectif qu'on s'est donné, quoi. Cool. Dernier point aussi, parle-moi de la culture client chez Sleen et qu'est-ce qu'on peut en apprendre de ce que vous avez fait, qu'est-ce que t'as toi-même appris ou défriché sur le sujet? En fait, là, d'ailleurs, Robin, on parle hyper bien. J'encourage à écouter l'épisode avec Work with Island. Quand tu vends du mobilier, l'expérience de vente doit être bonne, mais ce qui fait la diff, c'est quand les produits sont installés de manière hyper rapide, hyper simple, clé en main, sans aucun problème. Et s'il y a un problème qui est réglé hyper vite. C'est clairement les Amazon & Co qui ont donné ce sentiment-là, mais dans le monde du B2B, c'est pas du tout une norme. C'est-à-dire quand t'achètes aujourd'hui, j'ai pas un seul de mes clients qui me disent pas que j'ai des confrères il manque toujours un truc, ou alors il y a une porte qui manque et elle arrive 6 mois après, etc., etc. C'est chiant et ça casse complètement l'expérience. Tu peux pas être bon à 90%, tu dois être bon à 110%. Et je pense que moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur, c'est vraiment de mettre le max là-dessus et de faire en sorte que la boîte soit hyper focus sur les clients et que le client, il a toujours raison, qu'il soit de mauvaise foi ou non, on s'en fout. En fait, on résout le problème, quel que soit le coût. Donc, moi, je donne énormément de latitude au service client pour résoudre le problème, tant que le problème est résolu. Et si, après coup, on se rend compte que ça a coûté trop cher, etc., ben, on fait en sorte de trouver une autre solution. Mais déjà, on règle le problème. Et ça, je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est, je m'en fous combien ça coûte. C'est, on règle le problème et on réfléchit après. Et je pense que ça, c'est les boîtes qui réfléchissent avant, en laissant en galère le client, c'est un problème. Et chaque fois qu'on l'a fait pour de bonnes ou de mauvaises raisons, bah, le client, il était hyper insatisfait. Et in fine, la solution que tu mets en place, bah, de toute manière, elle te coûte de l'argent parce qu'il y a eu un problème. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est d'avoir du stock. Ça coûte très cher, ça tue la trésor, ça génère énormément de complexité, etc. Mais pour moi, t'es obligé d'avoir du stock pour livrer tes clients. Notre industrie fonctionne pas du tout comme ça. Notre industrie fonctionne sur un modèle où tu passes commande et t'es livré 6 semaines après. Mais en fait, ça induit tellement de problèmes que bah, si il te faut un bureau de plus, par exemple, bah, tu dois attendre 6 semaines. S'il y a le moindre problème autour de ça, si t'as pas tenu tes 6 semaines parce qu'il y a eu X, bah ça marche pas. Beaucoup de clients sont très pressés parce qu'ils prennent des locaux, les bureaux sont vides, il faut mettre des bureaux dedans.
Au prix du mètre carré parisien ou au prix de l'emprunt quand on a acheté. Exactement, c'est hyper important. Donc il faut avoir du stock pour résoudre ça. Parce qu'en fait, tu peux avoir toute la culture client que tu veux, si t'as pas de stock, c'est très très difficile. Et donc c'est vrai que c'est une décision qui m'a coûté, qui me coûte très très cher, mais par contre qui me semble essentielle dans notre modèle pour avoir ça. Donc c'est à la fois un investissement, quoi. C'est un investissement indispensable. Et notamment dans notre modèle justement d'itération, c'est-à-dire que je peux pas venir te voir et te dire bah ok on décide ça et rendez-vous dans 2 mois, quoi. Non, c'est pas possible, c'est rendez-vous la semaine prochaine, on change. Et là aussi tu crées un effet waouh autour de ça. Et après c'est effectivement c'est la culture avec avoir des produits qui sont hyper faciles à monter, à démonter, parce que dans notre cas il y a une grosse partie de démontage aussi, et travailler avec des gens qui ont cette même vision de la qualité client. Et ça c'est hyper important. On bosse notamment avec un prestat, mais qui bosse énormément pour nous, qui connaît parfaitement nos produits et qui surtout est une crème absolue. Et du coup il règle tous les problèmes avec un grand sourire, il aide même les clients à déplacer leurs trucs s'ils ont besoin. Enfin, il est assez incroyable et ça crée une touch qui est hyper forte. Et c'est lui qui récupère parce que c'est un autre point qui est important dans votre ADN, qui récupère les meubles au cas échéant quand il faut les recycler ou les refurbished, les exactement, les reconditionnés, pardon. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr, c'est un point qui est hyper important. Beaucoup de gens vont te dire ah ouais mais en fait mais fais-moi les locaux vides. Nous on vient quand les locaux sont vides. Donc ça t'impose à toi de devoir trouver la solution pour ça. Ok, cool. Sur le premier point, c'est intéressant, hein, mais régler les problèmes à tout prix, c'est le à tout prix qui me qui me fait peur, parce que tu peux rapidement te retrouver dans un truc où le client, c'est open bar, tu vois. Ouais, dans les faits, non. Les gens, oui, il y a des gens qui tirent un peu sur la corde, c'est vrai. Mais franchement, c'est marginal, et 2, in fine, de toute manière, tu vas lui résoudre le problème, parce que le mec qui tire sur la corde, il tire quand même sur la corde. Donc, de toute manière, tu vas lui résoudre son problème. Donc, ou alors, tu vas pas le résoudre, tu vas te buter et il va mal parler de toi. Donc, même s'il est en tort. Donc, en fait, résous le problème et à tout prix, en vrai, on travaille avec des gens qui ont du bon sens, tu vois. Donc, bien sûr, le à tout prix, c'est pas des millions d'euros. C'est juste que, oui, quelqu'un qui a renversé du café sur sa chaise et qui t'explique que en fait non, c'est pas vraiment ça, et du coup il veut faire jouer la garantie. Ok, mais c'est pas grave. Mais en plus ça rentre dans notre vision. On va remplacer l'assise, c'est pas grave. Cool, Martin, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps. Vous chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Martin, voilà, c'était ça la phrase que je cherchais, sur LinkedIn, Martin Sauer, SAUER, et évidemment aller faire un tour sur Slean, SLEAN.com, pour découvrir de visu tout ce qu'on vient de se dire. Merci beaucoup Laurent. Tu recherches quelque chose en ce moment, tu peux faire passer un message? Ah bah si vous cherchez à optimiser vos locaux, évidemment, n'hésitez pas, ou bien travailler à la maison aussi. Non, on recherche des sales, si vous êtes sales et que cette vision-là, on cherche des gens qui ont vraiment envie de pouvoir réfléchir au futur du bureau, réfléchir avec nos clients. N'hésitez pas à me contacter. Cool. Merci Martin, merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.